Bonjour, nous sommes jeudi, le premier jour du mois de juillet et bienvenue pour la quotidienne et cette dernière de la saison. En actu, passage de témoins sur notre plateau au lendemain de la séance d'installation du conseil intercommunal. Nous recevons sur le plateau le président du comité directeur de région de Nyon, Gérald Crétny, accompagné de son successeur Frédéric Mani, syndic de Duilly. En sport, on pédale et on monte jusqu'à Crassier pour découvrir en images le musée du vélo en compagnie de son fondateur Daniel Girard. Enfin, en culture, découverte du 6e volet de la série Commun Singulier qui aura lieu cette année du 11 au 21 août et qui est comme d'habitude signé par le phare, le Festival des Arts Vivants. La région de Nyon dresse un bilan intense en amélioration au lendemain de la séance d'installation du conseil intercommunal. Nous recevons sur le plateau le président sortant du comité directeur, Gérald Crétny. Bonjour. Mais bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis le successeur, enfin, on le connaît, même si on avait déjà entendu quelques petits bruits. Frédéric Mani, syndic de Duilly. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Félicitations. Je vous entendais dire, lorsque vous êtes arrivé sur ce plateau, que hier, vous aviez porté une cravate en l'honneur de M. Gérald Crétny. Comment est-ce qu'on choisit cette cravate en l'honneur de M. Crétny ? Par rapport à une couleur de parti. D'accord, tout simplement. Donc vous aurez peut-être l'occasion d'aller voir aux images ici derrière nous. Frédéric Mani, vous disiez que ce poste nécessiterait forcément un réaménagement, une réorganisation de votre vie professionnelle mais aussi familiale. Vous y attachez beaucoup d'importance. J'imagine qu'il y a eu quelques négociations à la maison. Alors, tout s'est organisé il y a déjà plusieurs semaines sur d'éventuels accès à cette fonction pour confirmer que les priorités sont familiales afin de garder le cadre de vie pour ma femme et ma fille. Et puis, les concessions sont que les objectifs éventuels politiques d'autres instances... Qu'est-ce qui vous a convaincu, justement ? De faire des choix ou d'accéder à cette fonction. C'est la continuité de vouloir m'investir pour la région et puis de pouvoir être dans le concret et puis de faire porter des projets jusqu'à l'aboutissement. C'est quelque chose qui est valorisant à la fois pour l'extérieur, mais pour soi-même aussi. Il faut penser un peu à soi-même. Et raison pour laquelle je m'attache beaucoup à m'investir dans des fonctions plus d'exécutif que de législatif. Gérald Crétny, bien vous êtes à la tête de la région depuis 2011, 2 législatures derrière vous. J'imagine qu'à la maison, on était content de pouvoir vous retrouver. Alors oui, je crois que mon épouse est très contente, ça m'a fait d'ailleurs plaisir quand même. C'est vrai que c'était un très gros investissement à côté bien sûr de la syndicature, donc je crois que ça va faire du bien de pouvoir lâcher un peu. Et puis d'autant plus que je pars vraiment confiance avec manifestement une équipe intéressante qui se profile pour reprendre cette nouvelle législature. Ouais, on aura peut-être l'occasion de reparler de cette équipe d'ici quelques instants. Mais après ces 2 législatures, Gérald Crétny, quelle serait de manière personnelle votre plus belle réussite et votre plus gros échec ? Je ne m'attendais pas à ces questions-là. La plus belle réussite, je pense que c'est le fait d'avoir réussi à passer à travers un certain nombre de difficultés, parce qu'on a connu aussi des difficultés au niveau de la région, et de pouvoir maintenant beaucoup mieux placer la région comme véritablement l'outil du travail ensemble pour les communes de ce district. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est absolument indispensable. Nous sommes encore dans un district qui se développe, nous sommes dans un district qui a quelques défis extrêmement importants. Si je prends l'environnement, où vous avez très clairement une production de CO2 par tête d'habitant qui est presque le double de celle des habitants français ou des habitants genevois pour la région de Genève. On voit qu'il y a encore de la marge de progression
réflexion qui est importante, et pour ça, il faut qu'on se mette ensemble. L'environnement, la transition écologique, mais la mobilité aussi, ce sera deux gros enjeux pour la prochaine législature. Mais pour revenir justement à ce parcours, votre parcours, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait eu aussi quelques difficultés. Si on devait signaler le gros échec, ou en tout cas celui qui fait qu'aujourd'hui encore il y ait peut-être des séquelles à Région de Nyon et qu'il faudra aussi travailler, ou en tout cas continuer à travailler, ça serait lequel ? Bon, on a eu le départ de 4 communes. Je pense que... alors, bien sûr que c'est un échec. En même temps, je pense que c'est aussi une chance quelque part, parce que d'abord, ça n'inscrit pas ces départs dans un avenir de 50 ans. On ne sait pas ce qui peut arriver, elles peuvent parfaitement revenir. Et puis, le fait de ce qui s'est passé avec ces communes fait que nous avons beaucoup réfléchi, nous avons eu des réflexions très intenses sur l'organisation de la région, sur ses compétences, sur la transparence que doit avoir la région. Et je pense que là, on gagne tout à fait en valeur au niveau régional. Ouais, c'est ce qui revient d'ailleurs dans votre bilan, 2 axes, l'un opérationnel, l'autre institutionnel. Et puis si on regarde la cartographie, justement, puisque vous parliez de ces 4 communes qui est là, qui est aussi intéressante à regarder, à analyser. Frédéric Magny, est-ce que ces petits trous, ces zones grises comme ça, est-ce que vous avez peut-être envie d'aller les chercher ? Il faut garder le lien avec eux. Il faut leur expliquer quels sont les projets de la région pour la prochaine législature, mais même au-delà, et quelle est l'importance d'être fédéré. On a des enjeux majeurs, non pas à 2020 ou 2030, mais on parle déjà de 2040, voire au-delà. Et il est important, pour développer notre région, la maintenir toujours dynamique, d'être fédéré. Et c'est vraiment le lien entre toutes les communes qui est principal. Maintenant, ces communes qui ont décidé de quitter pour certaines raisons, il faut comprendre, regarder ce que la région peut aussi leur rapporter. Il ne faut pas seulement attendre qu'elles veuillent bien changer d'avis. Il faut les convaincre, mais savoir pourquoi elles ont quitté, et puis comment la région peut agir ou peut améliorer sa communication. C'était le premier point qui était souvent ressorti. C'était un manque de compréhension de vraiment l'utilité de la région. Ouais. Et beaucoup de communes se sont rendues compte qu'il est essentiel d'avoir une association telle que la nôtre pour aller chercher des fonds ailleurs et pour pouvoir ramener du financement pour les grosses infrastructures, pour l'environnement, la mobilité et autres. Et l'argent, le nerf de la guerre, justement, le mécanisme de financement, on sait que ça a fait aussi pas mal de troubles à la région de Nyon, mais pour rester sur du positif, vous disiez qu'il fallait fédérer ces régions, cette région. En tant que président du comité directeur, forcément vous en êtes le fédérateur. Vous dites d'ailleurs dans votre présentation, mes valeurs sont fortes, tout comme ma personnalité. À l'inverse, Cyril Cretny, on vous avait entendu dire d'ailleurs sur ce plateau qu'il était important de ne pas personnaliser une fonction. Quel conseil donc vous avez à donner à Frédéric Magny ? Alors, la question de la personnalisation, je pense qu'il y a d'une part la durée. Alors je ne sais pas quels seront les vœux de Frédéric au bout de 5 ans, mais je pense qu'il doit y avoir aussi une forme de confiance mutuelle entre les communes et savoir que quelqu'un d'autre peut aussi diriger à notre place. Et ça, c'est important à un moment donné de pouvoir le partager. Il ne faut pas que le CODIR... On me disait hier, d'ailleurs avant l'élection, on me disait mais le CODIR finalement est en danger, il risque de perdre beaucoup de membres, etc. Donc il y a un fort changement. Moi, je suis très heureux de ces changements parce que je pense que c'est justement des regards frais qui arrivent. Ça permet de mobiliser d'autres communes aussi directement au sein du CODIR et on a un éclairage plus clair, plus large de la région. Et vous donnez un conseil très pratique à Frédéric Magny aussi en commençant ce plateau, c'est de créer un groupe WhatsApp. Finalement, la communication est importante. Donc voilà, tout bête, mais c'est vrai que ça peut être tout de suite un bon conseil. Je vous embête, mais pour revenir plus sérieusement, à la répartition des dicastères, puisqu'elle aura lieu aujourd'hui en fin de journée. Plusieurs postes, plusieurs fonctions, plusieurs personnalités, disons-le, sont en jeu. Aujourd'hui, on sait que le problème, ce pourrait être le dicaster de la mobilité. Quel serait peut-être votre conseil, Gérald Cretny ? Comment on attribue ces dicasters-là ? Est-ce que les anciens auraient la priorité ? Est-ce qu'on attribue ces fonctions en fonction du parcours, de l'expérience professionnelle ?
Qu'est-ce qu'on peut conseiller? Moi, je dirais qu'un dicaster tel que la mobilité, puisque vous parlez de ça, mais ça nous permet de montrer qu'il y a des dicasters qui sont certainement un petit peu plus légers que d'autres qui sont nettement plus lourds. Un dicaster comme la mobilité est un dicaster qui est lourd, mais qui est lourd également en richesse. C'est-à-dire que vous allez travailler au niveau régional, vous allez travailler avec le Grand Genève, vous allez travailler dans un domaine qui est le domaine du futur. Le fait de pouvoir faire du transfert modal est véritablement important. On n'aura pas les moyens de construire encore 10 000 routes dans notre région, donc il faut... On sait d'ailleurs que jusqu'à 2026, les plans directeurs cantonaux de Vaud et Genève doivent être faits. Donc forcément, la mobilité, c'est un gros enjeu. Frédéric Magny, vous en savez d'ailleurs quelque chose. Comment justement constituer cette carte, faire en sorte que cette route de contournement, on sait qu'elle arrive aussi, que ça fait partie des gros enjeux pour cette région. Comment fédérer toutes ces régions, peut-être les plus petites communes aussi, dans un projet comme ça? Alors, la mobilité, on pense souvent les transports publics. Je pense que c'était un des gros points forts de la législature qui vient de se terminer. On doit continuer de maintenir cette richesse de transport public. Mais il n'y a pas que transport public, les bus, il y a aussi le ferroviaire. Le ferroviaire, jusqu'à maintenant, on a donné beaucoup d'importance à l'axe Lausanne-Genève. Mais la valeur de notre district, il y a aussi le Nyon-Saint-Cergue. Et la volonté, c'est de valoriser tout l'axe du Nyon-Saint-Cergue. Et par chance, ça passe par certaines communes qui ne sont pas encore adhérentes à la région, mais qui verront peut-être un intérêt de rejoindre la région pour se fédérer, pour développer cet axe et le développement économique et de l'habitat sur l'axe du Nyon-Saint-Cergue. Gérald Créteny, on peut dire que le discours de Frédéric Magny est bon, hein. Verticalité, horizontalité, tout y est. Absolument. Absolument, rien à dire. Bon, un petit éclaircissement peut-être aussi par rapport à ce bilan de législature. Vous avez approché la thématique de la mobilité, de l'environnement. On peut aussi citer aussi l'aspect culture. Vous allez peut-être m'éclairer sur un point. Il est écrit, on observe un élargissement du budget des activités culturelles soutenues. Or, lorsque on s'intéresse au budget 2021, on peut lire que la participation de la région de Nyon aux conventions ainsi qu'au soutien régulier est en baisse par rapport au budget 2020. Par rapport à la culture, du coup, où est-ce qu'on en est? Augmentation, baisse? Est-ce que vous pouvez peut-être nous éclairer là-dessus? C'est peut-être une diversification plutôt du budget, des sources budgétaires, puisque aujourd'hui, c'est vrai qu'on a estimé qu'un certain nombre de projets culturels sont aussi des projets touristiques. C'est aussi des projets qui finalement permettent au tourisme d'être plus attractif. Et à ce niveau-là, on utilise aussi le fonds produit par les taxes de séjour pour pouvoir alimenter également ces subsides culturels. Il y a plus de budget ou moins? Alors, au total, c'est-à-dire que si on prend l'ensemble également des aides particulières, etc., on arrive, je dirais qu'on a réussi à maintenir le niveau. Parce que c'est vrai que c'est aussi des dossiers où on dit a priori qu'ils sont plus légers. Vous parliez de dossiers lourds, mais c'est vrai que plusieurs enjeux aussi auront lieu pour la région. On sait que la région finance aussi plusieurs institutions culturelles. Si on devait peut-être donner une attribution, est-ce qu'il y aurait quelqu'un que vous verriez bien à ce poste? Il y a plusieurs personnes qui ont fait le vœu, donc j'attends de voir tout à l'heure. Je ne vais pas me prononcer pour ne pas favoriser l'un ou l'autre. D'accord, très bien. Bon, on ne saura rien d'ici là, on aura essayé. On sait que plusieurs enjeux se font autour de plusieurs domaines. Finalement, un mot pour terminer cette interview. Frédéric Magny, la cravate en l'honneur de Gérald Créteny, mais peut-être un mot à lui dire après le conseil que vous avez reçu bien avisé. Alors, tout d'abord, merci beaucoup. Merci pour le travail qui a été fait. Merci pour la collaboration depuis 2017. J'ai appris beaucoup avec Gérald. Il y a eu beaucoup de discussions, pas forcément toujours le même avis, mais il y a eu la chance d'avoir quelqu'un qui prenait le temps d'expliquer et de discuter et puis de convaincre. Et là derrière, merci beaucoup pour tout ce que tu as apporté, tout ce que tu as apporté au sein du CODIR, mais également à la région. Je pense que toute notre région, district complet, que ce soit les adhérents ou les non-adhérents à la région, peuvent dire merci à Gérald parce qu'il a eu un impact indirect ou direct sur toutes les communes.
Donc il va falloir faire mieux, un sacré enjeu en tout cas. On vous souhaite le meilleur à tous deux, messieurs, Gérald Créteny, Frédéric Magny. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, une excellente journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un musée du vélo à Crassier, c'est ce que propose l'ancien cycliste de compétition Daniel Girard avec une compilation de vélos vintage, de cadres et autres accessoires des années 70 à 90 ayant appartenu aussi bien à Thierry Rominger, Pascal Richard ou encore Lance Armstrong. Je vous propose une visite des lieux en images en compagnie de Daniel Girard dans l'ancienne gare de Crassier. Bon bienvenue, on va rentrer dans mon musée. Voilà, je vous laisse me suivre. Quand je commence une visite pour les visiteurs qui viennent voir ces vélos, je leur dis toujours, le mot qu'il faudra se souvenir de ce musée, c'est le mot authentique. Daniel, on est ici au musée du vélo à Crassier. Pourquoi un musée du vélo ici ? C'est très simple, c'est qu'il y a longtemps que je voulais exposer un peu mes petits trésors. J'aime bien garder les belles choses et les entretenir et garder. Donc j'ai mis de côté chez moi dans des caves parce que j'ai quand même eu 40 ans en commerce à Genève, donc j'avais aussi des sous-sols où il y avait de la place, puis quand on avait un joli vélo, on le posait là. C'est le corner Pascal Richard. Pascal Richard, cette année, on fête les 25 ans de son titre olympique à Atlanta et il avait gagné brillamment cette course avec un vélo qui est ici, un cadre de vélo qui est ici, que nous avons eu le plaisir de lui fournir. On passe directement à un autre coin qui, alors là, ça c'est un coin extraordinaire, c'est le coin de Tony Rominger. Tony Rominger qui a battu 2 fois le record du monde de l'heure, qui a dépossédé Inn du Rhin, et son vélo est ici, il n'y a que 2 exemplaires au monde. Un Suisse recordman du monde de l'heure, il n'y en a pas eu tant que ça quand même. On n'oublie pas de regarder là-haut, Alexandre, là-haut, la photo de Graham Aubrey, l'anecdote vite faite, il fait son record de l'heure, il n'a pas de boyau. Je lui fournis 2 boyaux et bat le record de l'heure avec ces 2 boyaux. Donc je trouve que c'est sympathique. J'ai le justificatif du fait que je vais donner les boyaux. Il y a combien de vélos dans ce musée ? Pas beaucoup dans celui-là, parce que c'est pas bien grand. Il y en a 35. Là, vous voyez le vélo de Robert Marchand. Alors ça ne dit peut-être pas grand-chose à grand monde, mais Robert Marchand est un monsieur qui a décidé de faire le record du monde de l'heure des plus de 100 ans. Et il a fait, je vais vous dire exactement, la distance de 25 km 451. Et ça nous a vraiment tous touchés qu'un centenaire puisse faire 25 km/h. Et puis, ce monsieur, il est décédé à 109 ans. Et le jour où il est décédé, c'est le jour où on a inauguré le musée ici à Crassier. C'était dans la nuit du 21 au 22 mai. Je suis tellement fier d'avoir pu mettre un cadre de vélo avec cette photo d'Eddy Merckx. Alors ça, c'est une réplique. Tous les autres vélos sont des originaux. Mais c'est quand même un très beau vélo. Et c'était les couleurs d'Eddy Merckx. Puis à côté d'Eddy Merckx, il y a le coin un peu controversé, mais qui me plaît énormément. Lance Armstrong, on l'aime ou on l'aime pas. En tout cas, mon ami Raymond Burki, qui est malheureusement plus de ce monde, dessinateur de presse, m'a laissé ce magnifique dessin avec Pinocchio, c'est Lance Armstrong avec les 7 maillots pendus sur son nez. Et ce vélo qui n'est pas celui de Lance Armstrong, mais qui est un vélo de série, mais c'était le même, à l'identique, a gagné, pas celui-là, mais ce type de vélo a gagné le Tour de France en 1998. C'est le maillot de Lendis, il a gagné le Tour de France et il a eu 2 jours ce maillot parce qu'il a été déclassé, il a été positif. Mais l'anecdote, elle vaut son pesant de cacahuètes, comme on dit, c'est que Lendis a purgé sa peine. Donc après, comme il courait à l'époque avec Lance Armstrong, il a été redemandé après de pouvoir rentrer de nouveau dans l'équipe de Lance Armstrong et Lance a refusé. Et Lendis l'a dénoncé et c'est de là qu'est partie toute l'histoire. Puis entre le coin US, il y a une photo exceptionnelle et je suis très 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 fier d'avoir cette photo dans ce musée et surtout encore beaucoup plus fier que le jour de l'inauguration d'avoir eu les 3 protagonistes de ce triplé historique de la Vuelta en 1996. Vainqueur Alex Zoulet, 2e Laurent Dufaux, 3e Tony Rominger. Ça s'est fait qu'une fois dans le monde du vélo, qu'au classement final d'un grand tour, un des 3 grands tours, il y a 3 coureurs de la même équipe, de la même nation, qui fassent 1, 2, 3. En tant que mécanicien, j'avais plaisir de montrer l'évolution de la pédale, et puis aussi peut-être des changements de vitesse. Au début, on avait des petits compteurs, comme celui que je vous présente là, avec une petite courroie. Ça va raviver plein de souvenirs aux anciens, en tout cas. J'envisage d'ailleurs de faire une course vintage dans la région pour pouvoir utiliser un peu tout ce matériel et ça sera fort sympathique. Mais c'est une collection d'une vie, quoi.
Le phare continue sa mue en fabrique des arts vivants. Le volet estival de cet été de la série Commun Singulier aura lieu du 11 au 21 août. Entre géographie, pratique, parole et rituels détournés, la programmation appelle encore et toujours à la rencontre. Bonjour Véronique Ferrero-Delacoste. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. Très bien, en pleine forme. Ça, c'est une bonne chose pour présenter cette 6e édition de cette série Commun Singulier. Quelles seront les grandes lignes ? Alors, la particularité de ce commun singulier, donc de ce 6, c'est cette série qu'on a commencée au printemps passé, due à la situation Covid, qui nous a amené à repenser un peu le format. Et plutôt que de faire un gros événement en août de l'année dernière et un grand cette année, eh bien, on a étiré, on a distendu toute la programmation depuis l'été passé jusqu'à l'été qui vient. Et ça, c'était une belle aventure parce que ça nous a amené à découvrir d'autres formats, d'autres façons de faire exister les projets artistiques tout au long de l'année. Mais sachant qu'aujourd'hui, les choses s'ouvrent un petit peu, que ça devient un petit peu plus facile pour les rencontres et tout ça, qu'il y a des assouplissements, pourquoi avoir choisi de garder ce format-là et ne pas retourner au format original du phare ? Alors, tout d'abord parce que vous pouvez bien imaginer qu'il y a encore même 3 mois, alors qu'on finissait la programmation, puisqu'on y travaille durant l'hiver, l'automne, l'hiver, le début du printemps, eh bien, personne ne pouvait nous dire ce qui allait se passer cet été. Donc, plutôt que de se retrouver dans une situation face à laquelle nous aurions dû éventuellement annuler, nous avons préféré poursuivre sur ce que nous connaissions et penser des événements, des projets artistiques qui pourraient de toute façon avoir lieu, quoi qu'il arrive. De là, ces formats pour des petits groupes, etc. J'ai l'impression, en tout cas, vous me direz si c'est le cas ou pas, mais qu'avec ces rendez-vous, ces moments d'échange, c'est la volonté d'avoir une création qui tend à évoluer et avoir surtout l'envie de prendre le temps de créer quelque chose, quitte à l'avoir évolué. Oui, je pense que la notion du temps, elle est assez fondamentale dans la façon dont on pense le projet du phare aujourd'hui. C'est-à-dire on met en avant, on valorise les processus, le long cours, les relations au long cours avec les artistes. On n'est pas dans des one-shots, mais on va privilégier le travail, par exemple, avec Laurent Pichot ou avec Marco Canale, qui se sont déployés sur plusieurs mois, années, et où on n'est pas du tout en train de revoir la même chose. C'est un projet qui évolue en permanence, qui a des nouvelles étapes, mais qui a comme avantage de permettre à ces artistes de mieux connaître le territoire sur lequel ils travaillent, de rencontrer véritablement la population et de là faire éclore des projets artistiques qui font, à notre avis, beaucoup plus de sens qu'une simple consommation, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on redéfinit le rôle de l'artiste. Complètement. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous. C'est-à-dire que l'artiste, il n'est plus seulement celui qui vient faire un spectacle dans une salle, mais il est un membre de la communauté, un citoyen, mais avec ses compétences spécifiques, qui va permettre d'amener quelque chose sur un territoire à la communauté de différent dans l'ordre de l'expérience du sensible. Du sensible, de la poésie, du rire, de tout ce que l'art permet de vivre comme expérience différente de ce que nous traversons tous les jours au quotidien dans nos vies. Ouais, apporter une dimension sociale à la création artistique. On ne va pas pouvoir étayer tout ce qu'il y a à voir et à découvrir lors de cette 6e édition, mais on peut citer par exemple ces projets où le phare tend à s'extrapoler, à aller ailleurs dans le canton. Le souhait, là, c'est de construire, vous me disiez, des ponts avec des autres régions de la Suisse. Alors en effet, ça c'est une des grandes nouveautés qui s'est révélée au fil de ces communs singuliers, puisque des relations, des collaborations se sont construites dans d'autres régions de Suisse, à la Chaux-de-Fonds notamment, et puis en Valais pendant cet été. Donc ce sont des partenariats nés des projets qui nécessitaient des lieux, des contextes particuliers. Pour parler de celui de cet été, un artiste qui souhaitait travailler avec une communauté de personnes âgées dans une région de montagne. On a donc pensé au Valais, on a trouvé là-bas des partenaires pour le faire. Et depuis fin 2019, c'est un travail régulier, au long cours une nouvelle fois, qui se fait avec cette communauté dans cette vallée et que l'on pourra découvrir
pendant la 6e édition de Commun Singulier, sous une forme assez particulière. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on n'ira pas au spectacle pour 20h30, voir une œuvre qui dure 1 heure ou 1h30, puis rentrer chez soi, mais nous partirons toute la journée en bus, l'idée presque d'une course d'école. Mais qu'est-ce que c'est aussi partager une expérience artistique avec d'autres spectateurs à l'intérieur d'une journée où on va vivre des choses différentes. Donc ça, c'est vraiment des propositions qui nous plaisent, qui nous intéressent et qui nous semblent assez pertinentes dans une période où, au fond, une des choses dont on a aussi grandement besoin, c'est se reconnecter entre nous. Ça, c'est d'ailleurs se reconnecter, puisqu'on le retrouve d'ailleurs dans un autre projet où il y avait eu toute une étude qui était faite sur notre rapport au Covid, nos échanges, un travail qui a été fait à Nyon, ça reste. Absolument. Ça, c'est un travail qui a démarré en effet au printemps dernier, qui aurait dû se faire sur place par des rencontres physiques qui n'ont plus pu avoir lieu, donc qui ont eu lieu par tous les moyens que l'on connaît et que nous avons tous utilisés, mais au service de penser, de cartographier ce qu'est notre commun, ce qu'est le lieu de vie que nous partageons, pas que le lieu physique, mais ce qui remplit notre vie, nos quotidiens, ce qui nous constitue chacun, et comment on peut cartographier ça pour mieux comprendre aussi comment on fonctionne ensemble. Et j'ai l'impression que vous prenez aussi le contre-pied, où on retourne peut-être à un format plus traditionnel, ou je ne sais pas quel est le mot qu'il faudrait vraiment utiliser, mais la scène, un danseur sur scène qui explore finalement tout son corps. Mais là, est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus ? Est-ce qu'on retourne à quelque chose de plus traditionnel ou pas ? Alors là, on est dans une forme, en effet, tout à fait spectaculaire, qui aura lieu, en l'occurrence, là, vous faites référence au projet qui s'appelle Chorégraphie de João dos Santos Martins, au temple de Nyon. Donc on est dans un lieu évidemment chargé d'une histoire, mais chargé aussi de symboles, pour explorer la danse comme un outil. Enfin, dans ce travail-là, dans cette pièce-là, il s'intéresse au langage des signes et il cherche un peu le parallèle qu'il peut y avoir entre le langage des signes et un langage chorégraphique du corps qui souvent, on pense, ne dit rien ou est dans l'abstraction. Et en fait, en faisant ce parallèle, eh bien, on observe la puissance évocatrice, la puissance même narrative que peut avoir le mouvement. Oui, mais vous avez utilisé le mot spectaculaire. Est-ce que vous osez encore le dire, programmer ce genre de spectacle ou plus ? Vous essayez de vous en affranchir ? Non, mais pas du tout. Enfin, je pense qu'on est ouvert. On va rester. Il y a plusieurs projets qui sont des magnifiques projets pour la scène de type théâtral ou chorégraphique, et ils auront toujours leur place. On va pas. Ça fait longtemps qu'on ne fait plus que ça. Je veux dire, on a cette envie d'explorer ces autres formats. Mais c'est un équilibre. On va pouvoir voir des pièces théâtrales, chorégraphiques, et puis on va pouvoir vivre des expériences dans une rivière, dans une forêt, à la montagne, et tout ça proposé par des artistes qui finalement, le plus important, c'est pas tant la forme, mais c'est vraiment ce qu'ils sont en train de nous dire et comment ils nous accompagnent dans la période que l'on vit, quoi. Et comment on le vit ? Véronique Ferrero-Delacoste, directrice du Phare, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et donc, on se réjouit de vivre cette 6e édition du 11 au 21 août. Très belle journée à vous. Merci. C'est tout pour la quotidienne. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain pour les rétros. Excellente soirée à tous.